Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous écoutez sur FM 88.9 ou qui nous regardez également sur kmttélévision.com, c'est l'adresse de notre site internet, bonsoir et bienvenue dans cette émission 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Francis Carole. Francis Carole est président du PALIMA. Il est également membre du groupement des patriotes et sympathisants au Conseil régional. Il est donc dans l'opposition au Conseil régional. Il est conseiller régional de la Martinique. Monsieur Francis Carole, bonsoir. Bonsoir Roland Laoché. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Je veux d'abord vous remercier de bien vouloir m'accorder un peu de votre temps. Je profite de ce moment particulier de l'année pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2012. Alors cette année 2011, à l'évidence, n'a pas toujours été très facile, mais nous savons que nous vivons dans une période où la crise existe partout et qu'il nous faut la surmonter coûte que coûte avec les moyens dont nous disposons. Cette année aussi, 2011, certains d'entre nous ont été confrontés à des difficultés sociales, des difficultés personnelles, de famille. Pour cela, j'ai une pensée particulière. Et permettez-moi aussi, en ce moment précis, de dire la pensée que j'ai pour Tijo Mauvois, cet historien martiniquais qui nous a laissés. J'ai une pensée pour lui parce qu'il fait partie de ces hommes, de ces femmes qui, par leur action, qui, par leurs écrits et le rapport qu'ils ont avec le peuple martiniquais, ont contribué à l'éveil des consciences. Donc, qu'ils soient salués, qu'ils soient honorés. 2012, les choses ne s'annoncent pas simples. Les choses ne s'annoncent pas tranquilles. De partout, on entend des bruits de bottes. On entend parler de la crise. Et notre pays aussi est affecté par cette crise. Et je veux simplement vous dire à toutes et à tous qu'il nous faudra, marrer un nous pour 2012. Il nous faudra absolument le faire. On peut considérer que les choses sont difficiles, on peut considérer que les choses sont impossibles, mais il nous faut défier l'impossible et il nous faut tenter de surmonter l'impossible. C'est à cela que je convie chacune et chacun d'entre vous pour qu'ensemble, nous fassions un pays où il fait mieux vivre. Même si ce n'est pas un paradis, d'ailleurs, nous ne sommes pas en quête de paradis, nous sommes en quête d'un pays où nous pouvons nous épanouir et surtout un pays où il y a de la solidarité. Et bien entendu, ces vœux s'adressent à tous les Martiniquais, au-delà de nos clivages politiques, idéologiques ou philosophiques, parce que, finalement, la réalité de la vie nous ramène toujours à notre condition humaine et au devoir de solidarité humaine qu'il doit y avoir entre nous. Donc, bonne année 2012 à toutes et à tous. En liminaire de mon intervention, je voudrais insister non pas sur des batailles politiques, mais sur la situation précise de la Martinique au moment où nous parlons, au moment où nous allons aborder cette année 2012. Qu'est-ce que nous observons? Eh bien, beaucoup de désespérance. Désespérance dans les familles, chez les jeunes, chez les travailleurs. Et nous observons que cette année, en 2011, en fin 2011, la Martinique a atteint son plus haut niveau de chômage depuis 10 ans. Les choses vont mal. Les choses vont mal et ce n'est pas par hasard que des chefs d'entreprise avec qui je n'ai pas d'acquaintance particulière, on le sait, mais aussi des travailleurs, des jeunes, disent leur désespoir. Et le défi à relever, c'est justement ce défi-là. C'est le défi du développement. Parce que la Martinique a eu à surmonter dans son histoire plusieurs défis. Le défi de l'identité, le défi de la personnalité martiniquaise, le défi du sentiment de se sentir réellement martiniquais. Raison pour laquelle, il y a quelques années, j'ai présenté au Conseil général, lors d'un congrès des élus départementaux et régionaux, une motion sur l'existence d'un peuple martiniquais et d'une nation martiniquaise. Mais il nous faut aller au-delà. Il faut donner vie à ce peuple. Il faut donner vie à cette nation. Et le développement devient
une question centrale. Alors, c'est vrai que nous avons des limites, des limitations dans ce que nous pouvons entreprendre. C'est vrai que nous ne disposons pas de tous les pouvoirs politiques nous permettant de changer fondamentalement le pays. Mais nous sommes dans une situation où nous devons tenter de faire avec ce que nous avons. La crise européenne, nous devons nous y intéresser, non pas parce que ça se passe en Europe, mais parce que, fondamentalement, dans les structures de notre économie et de la vie politique en Martinique, eh bien, nous dépendons de la France et de l'Europe en grande partie. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est ce que je constate. Cette crise en Europe, elle n'a pas cessé de se développer avec la Grèce, avec l'Italie. Mais nous voyons aussi que la France, qui s'était toujours gargarisée d'être hors d'atteinte de la crise, est à son tour rattrapée. Elle risque de perdre le triple A, mais ce qui est plus grave, c'est que la récession économique est là. Les spécialistes disent que le PIB n'augmentera que de 0,3% à 0,4% l'an prochain. Et bien des spécialistes de la vie économique en France disent qu'il y a bien entendu le problème de la dette de ces États, mais il y a aussi le problème de la récession économique et, dans le cas de la France, de la désindustrialisation. Alors, évidemment, cela a un impact sur nous de plusieurs manières. D'abord, par les lois qui sont votées en France pour instaurer de l'austérité. Il y a d'abord cela, mais il y a aussi le fait que l'État se désengage de plus en plus, et ça depuis des années. Et par conséquent, nous voyons très bien que cela impacte directement sur l'économie de la Martinique. Donc c'est à cela que nous sommes confrontés en ce moment et que nous serons encore davantage confrontés durant l'année 2012. Et c'est pourquoi les Martiniquais doivent chercher des solutions, des alternatives à cette crise. Mais la Martinique, c'est bien entendu cette crise, mais c'est aussi une manière d'implosion globale, non pas d'explosion qui pousserait des milliers, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes dans la rue pour revendiquer des changements, mais une espèce d'implosion, c'est-à-dire une espèce de décomposition vicieuse qui se caractérise par exemple par la violence, pas seulement chez les jeunes, mais dans toutes les couches de la société, dans toutes les classes d'âge et dans toutes les couches sociales. Cette violence n'est pas seulement une violence de jeunes, c'est une violence systémique globale qui touche l'ensemble de notre société et qui interpelle les Martiniquais, les amène à s'interroger sur notre société. Alors, bien entendu, les choses ne sont pas faciles. Je n'ai jamais dit ni laissé entendre qu'il suffirait d'un coup de baguette magique pour que tout soit réglé. Mais je veux simplement que l'on se demande si nous avons d'autres solutions, d'autres choix que de rester debout et de trouver des solutions. En tout cas, c'est dans cette posture que personnellement je me situe, c'est dans cette posture que le Palima se situe, la posture qui consiste au-delà des affrontements politiques, qui sont nécessaires et parfois inévitables. Au-delà de cela, poser les vrais problèmes du pays, les problèmes que les jeunes rencontrent dans les quartiers, les problèmes que les personnes âgées rencontrent, ce sont tous ces défis qu'il nous faudra tenter de prendre en charge. Et je crois que les Martiniquais, quelle que soit leur situation, leur position dans la société, ne doivent pas avoir l'attitude qui consistera à dire que tout dépend de l'État, l'État français en l'occurrence, ou que tout dépend des hommes politiques, de la région, ou du Conseil général, ou des municipalités. Je crois que dans la période actuelle, nous sommes confrontés à une situation globale qui nous convoque tous et toutes à nous impliquer personnellement. Parce qu'on peut faire des choses simples dans son quartier, auprès des jeunes. On peut, par le biais des associations, faire en sorte de créer un minimum de liens. Et l'idée de solidarité sera un élément essentiel pour faire face à la crise et en même temps construire l'avenir. Eh bien, voilà les propos liminaires que je voulais vous tenir. Et je crois que, je suis même persuadé que c'est autour de ces axes
du mieux vivre entre nous, du respect, de la construction d'une alternative en termes de développement, c'est autour de ces questions essentielles que 2012 s'ouvre et auxquelles nous devrons apporter ensemble apporter un certain nombre de réponses. Monsieur Carole, rebonsoir. Bonsoir. Et merci de nous faire le plaisir et l'honneur d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très content de vous voir. Tout à l'heure, vous allez passer une demi-heure avec Catherine Bardet, qui va essayer de voir l'homme qui se cache ou qui ne se cache pas peut-être derrière le politique. D'accord ? Ouais. Donc nous avons une demi-heure à passer ensemble. Je vous ai écouté, j'ai écouté votre propos liminaire et j'ai trouvé un petit peu catastrophiste. Catastrophiste. Je ne sais pas si le mot existe. On peut l'inventer. Comment ? On peut l'inventer. En tout cas, il veut dire ce qu'il veut dire. Vous parlez, vous dites que que vous sentez autour de vous beaucoup de désespérance dans ce pays. Vous nous invitez à défier l'impossible. C'est vraiment un pari extraordinaire. Et est-ce que vous n'avez pas peur que ça démobilise un peu les gens ? Non. Ce qui nous permet d'être à hauteur d'histoire, c'est la conscience de la situation. Et durant toute ma vie politique, j'ai toujours tenté d'être le plus clair possible, le plus franc possible. La situation n'est pas bonne. Il ne faut pas dire aux Martiniquais que la situation est bonne. J'ai entendu récemment un économiste qui avait accusé les autres d'être des adeptes de l'économie sans dette. Alors peut-être que je pourrais lui dire que lui, il est le grand prêtre du temple solaire du surendettement, mais je ne vais pas faire dans la mystique, qui disait que la situation était excellente parce que la Martinique avait connu une augmentation de son PIB, le produit intérieur brut, de 4,6%. Alors évidemment, quand on analyse un peu plus sérieusement, on se rend compte que finalement, qu'il s'agit simplement d'un rattrapage. D'un rattrapage parce qu'en 2009, on avait connu, du fait de toute une série d'événements que nous connaissons, sur lesquels nous n'allons pas revenir, nous avions connu un reflux du PIB de 6,1%. Donc il y a eu un rattrapage de la consommation, mais ce progrès, cette augmentation du PIB ne traduit pas des éléments qui sont liés à la production. Donc ce sont des éléments qui sont liés uniquement à la consommation. Il faut être extrêmement vigilant, attentif, parce que la crise qui se déroule aujourd'hui en Europe n'est pas une crise passagère, c'est une crise profonde. C'est une crise profonde. On a connu en 2008 la crise des subprimes, qui s'est plus ou moins résolue, qui a encore certains prolongements, plus ou moins résolus, mais la situation en Europe est la suivante. Vous avez à la fois le surendettement des États, on en a beaucoup parlé, mais vous avez aussi dans beaucoup de ces pays une espèce de récession économique. Dans le cas de la France, il s'agit de problèmes qui sont liés à la désindustrialisation de la France. Et on en parle de plus en plus. À tel point que les spécialistes nous disent que le PIB sera en 2012 peut-être entre 0,3, 0,4, 0,7% maximum. Donc nous commençons à entrer en période de récession. Et cette crise impacte considérablement la Martinique. Et vous voyez bien que c'est la construction européenne elle-même qui est menacée à travers cette crise. Donc, et en Martinique, je voudrais parler des chiffres du chômage, mais d'une manière générale, eh bien, quand on prend les différents indicateurs de l'économie, ça ne va pas bien. Je vous disais qu'en 2010, le Pôle emploi nous dit que 1250 emplois ont été perdus. 1250 emplois perdus en 2010. Et en 2011, tous les indicateurs montrent que la situation est extrêmement compliquée. Alors, il s'agit de le constater, non pas pour le constater, non pas pour s'en plaindre, c'est pas ça, mais il s'agit de voir de quoi nous partons et surtout d'identifier les efforts que nous devons faire pour tenter d'avoir une situation qui soit vivable. Est-ce que, vous dites que la crise aujourd'hui en Europe est partie pour durer, à la limite qu'on ne pourra pas la résoudre, c'est bien ce que vous dites ? Les spécialistes qui en parlent disent que c'est une crise qui risque de durer.
à tel point que même des chefs d'État, que vous avez entendu Mme Merkel, et dire très clairement que la crise n'est pas passagère, que l'Europe s'installe dans une période de crise, d'autant que lorsqu'on regarde l'environnement mondial, qu'est-ce qui caractérise l'environnement mondial? C'est que tous les pays qui étaient considérés, en fait, une bonne partie des pays qui étaient considérés comme des pays du tiers-monde, etc., comme la Chine, il y a aujourd'hui une espèce de montant en puissance de ces pays, l'Inde, le Brésil, la Chine, qui concurrencent finalement les marchés européens. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est justement ces pays qui sont en train d'émerger qui provoquent la récession des pays développés aujourd'hui? Il y a un lien. Il y a un lien parce qu'il faut dire aussi que pendant très longtemps, l'opulence européenne était fondée sur la domination des pays du tiers-monde. Et à partir du moment où cette opulence n'existe plus, et où cette domination n'existe plus, et que ces pays parviennent à créer des richesses, à concurrencer la France sur des secteurs où, par exemple, les Européens occupaient habituellement, eh bien, il est évident qu'il y a un déséquilibre qui s'instaure. Et de ce point de vue, ce n'est pas... On ne va pas se plaindre du fait que d'autres puissances que l'Europe sont en train de monter. Après, il faudra voir au niveau mondial comment réguler tout cela. Précisément, il y a des spécialistes qui disent que c'est justement le comportement de ces pays émergents qui crée des difficultés aux pays déjà développés. En particulier, le système qui se développe en Chine, qui existe en Chine, qui fait de la Chine un vaste... il y a quelqu'un qui a dit un vaste atelier, si vous voulez, pour le monde moderne. Donc, si les masses, je pense que c'est une terminologie qui vous convient, si les masses populaires, si les masses populaires se réveillent en Chine, comme en Inde, comme au Brésil, est-ce que ça ne va pas aller vers une solution de l'ensemble des problèmes qu'on connaît aujourd'hui? Alors, les quelques analyses qu'on voit de qualité montrent que, par exemple, tous les pays qui aujourd'hui ne sont pas en relation avec l'Europe, ou alors qui ont très peu de relations avec l'Europe et les États-Unis, échappent à la turbulence que nous connaissons aujourd'hui dans le monde. Alors, la question est de savoir si le mode de développement qui existe dans ces différents pays, Chine, Inde, etc., serait tellement inhumain que ce mode de développement inhumain entraînerait une espèce de révolte des peuples. Quel est votre sentiment? Alors, il faut se dire d'abord que tous les pays européens, ou bien les grands pays qui se sont développés, qui sont aujourd'hui des puissances mondiales, ont connu cette phase dans leur développement. Et alors, évidemment, cela ne s'est pas fait sans affrontement, sans affrontement de classe, de groupes sociaux entre ceux qui avaient et ceux qui n'avaient pas. Donc, il est possible que dans des pays comme la Chine, d'ailleurs, on voit des signes de ce type de phénomène. En Inde aussi, où il y a des mouvements très importants. On n'en parle pas, parce que finalement, le Martiniquais entend ce qui se passe en Europe, mais très peu ce qui se passe en Afrique, en Inde ou en Chine. Donc, il y a déjà un certain nombre de mouvements qui remettent, parce que ce sont des sociétés aussi qui créent des inégalités. Mais en même temps, lorsqu'on analyse les chiffres concernant les inégalités en France, les inégalités se sont considérablement accrues durant les 10 dernières années en France. Donc il y a des inégalités partout, et le monde est un monde où dans un pays, il y a les zones développées, les zones qui le sont moins, mais à l'intérieur même des pays, il y a des inégalités de situation, il y a des inégalités de développement, et on ne devrait pas faire ce qu'on a essayé de faire pour la banane. Il y a une banane des droits de l'homme, comme s'il y avait une économie des droits de l'homme, et puis une autre qui ne serait pas, parce que, comme je le rappelais, la puissance économique européenne et états-unienne aussi a été d'abord fondée sur l'exploitation des peuples du tiers-monde, de leurs matières premières, etc. Bien, mais aujourd'hui, il est important de bien circonscrire cette question. Aujourd'hui, il est clair que c'est la concurrence, entre guillemets, déloyale des pays émergents qui provoque la délocalisation, qui provoque la chute des coûts des produits manufacturés en Europe même ou aux États-Unis, qui crée cette crise dans les pays développés. Est-ce que vous pouvez être d'accord là-dessus? Non. Pourquoi voulez-vous que cette concurrence soit déloyale? Lorsque les économies françaises, par exemple, continuent d'exploiter les pays africains, continuent de voler pour aller vite les matières premières des pays africains, continuent de fomenter des guerres pour pouvoir s'installer et créer des rapports de force, est-ce qu'il n'y a pas là concurrence déloyale vis-à-vis des autres? C'est une concurrence déloyale. Certainement. Oui. Mais cette partie-là dont vous venez de parler est en train de se réduire dans l'économie des pays occidentaux qui ont réussi quand même des avancées technologiques qui font qu'ils n'ont beaucoup moins besoin de ces matières premières, disons, brutes. Oui?
Non, non. Il y a des matières premières qui restent stratégiques. Je pense que le pétrole reste un élément extrêmement important, mais il y a toute une série d'autres matières. Prenons le cas de ce qui s'est passé en Niger, avec l'exploitation des mines du Niger. Ce sont des produits dont la France a besoin, dont l'Europe a besoin, dont les États-Unis ont besoin pour se développer. Donc ces matières premières stratégiques restent quand même des éléments extrêmement importants. C'est-à-dire que la science n'a pas tout remplacé. La science n'a pas tout remplacé. Et une partie de la puissance européenne est fondée sur justement cette exploitation, c'est-à-dire le déséquilibre du marché. On achète le kilo de cacao 10 euros, on le revend à 200, 300 euros dans les pays africains. Donc tout cela pour vous dire que cette concurrence déloyale existe. Alors par contre, et là, vous avez raison, il y a un danger. Il ne faut pas remplacer une concurrence déloyale par une autre concurrence déloyale. Et je suis en train de voir, par exemple, comment aujourd'hui la Chine s'installe en Afrique. Et dans la Caraïbe aussi. Et dans la Caraïbe. Alors, ce qu'il pourrait y avoir de positif, c'est que les pays ne sont plus finalement condamnés à ne discuter qu'avec l'Europe. Ça, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Les Chinois ne viennent pas là avec le drapeau de la solidarité internationaliste, ils viennent pour renforcer la Chine. Et il faut que nous soyons extrêmement vigilants, assez intelligents pour voir ce qui se passe et comment en tirer profit, mais assez vigilants quand même pour ne pas nous livrer pieds et poings liés à un maître qui remplacerait un autre. D'accord. On va en venir à la Martinique, on va revenir à la Martinique. Alors j'ai observé que dans votre propos, vous avez bien pris soin de ne pas traiter, disons, l'actualité, ces problèmes qui se posent au niveau du conseil régional, bonne gestion, mauvaise gestion. Est-ce que vous l'avez fait exprès ou... Oui, bien sûr, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Bon, on en parlera si vous voulez. Mais je crois en même temps que ça ne doit pas nous faire oublier les problèmes que les Martiniquais rencontrent réellement. Ça, c'est très important parce que parfois, la réalité médiatique a cette force qu'elle fait passer au premier plan ce qui n'est pas nécessairement. Alors, on peut dire que, de certains points de vue, ce qui s'est passé, cette histoire de gestion, c'est un élément de l'actualité extrêmement important. Mais on pourrait dire aussi, vu sous un angle différent, que c'est un montage médiatique de l'actuel président de région, mais Kodiam Mariam, ou si vous voulez en français, effet boomerang, ça s'est retourné contre lui. Mais c'est lui qui a créé cette histoire. C'est lui qui a créé le monstre. Actuellement, le monstre lui demande des comptes. Parce que Marie-Jeanne a décidé de saisir le préfet pour que le préfet saisisse la Cour régionale des comptes, non seulement sur le budget 2009, mais aussi sur le budget 2010 et 2011. Et là, ceux qui ont provoqué, ceux qui ont nourri les monstres, ceux qui ont délassé les monstres, ne rient plus. Pourquoi ils riaient avant? Ils riaient. Parce qu'ils avaient pensé qu'ils avaient créé les conditions pour une décapitation médiatique d'Alfred Marie-Jeanne, bon, ce qui n'a pas été le cas. Bon, en tout cas, vous avez raison peut-être de dire que ce n'est ça, ce débat-là, que l'écume des vagues, finalement, que la réalité, c'est ce que vivent tous les jours les Martiniquais. Et ce qu'ils vivent tous les jours, c'est le chômage. Comment pouvez-vous expliquer, parce que vous avez semblé ne l'expliquer que par la crise actuelle, mais comment pouvez-vous expliquer que depuis le temps que nous avons quand même un certain pouvoir, c'est vrai que l'emploi, c'est pas seulement les Martiniquais qui en sont en charge, le gouvernement aussi. Mais comment se fait-il qu'on arrive à avoir autant de chômage dans ce pays-là depuis tant de temps qu'on essaie de traiter le chômage, qu'on essaie de faire des choses? Alors c'est très important de dire que l'emploi est une compétence de l'État. Alors je le dis avec une certaine douleur, parce que pour que les Martiniquais ne croient pas, celles et ceux qui nous écoutent ne croient pas que nous avons des pouvoirs dans ce domaine et que nous ne les utilisons pas. Lorsqu'il y a par exemple des problèmes de l'emploi en France, personne ne s'en prend directement au président de région. Directement. C'est pourquoi je n'ai pas mis en cause le président de région dans cette affaire. Lui, il avait mis en cause Alfred Marie-Jeanne. Mais moi, je ne le mets pas en cause parce que ça ne dépend pas de lui. Le budget de la région, c'est quoi? 330 millions d'euros. Quelles sont les sommes qui participent au PIB en Martinique? Près de 8 milliards d'euros. Donc ce n'est rien. Mais il ne faut pas, par contre, qu'il fasse comme s'il était un chef d'État et a tous les pouvoirs. Parce que là, il se ridiculise et il trompe les gens. Mais le chômage est d'abord structurel en Martinique. C'est-à-dire que quand on prend une analyse sur le long terme, eh bien, nous tournons toujours autour de 20, 21, 22, 23, 25% de chômage. Donc, c'est structurel. Donc, ce n'est pas la crise actuelle qui génère le chômage directement.
quoique c'est dans la structure même de l'économie martiniquaise. La deuxième chose, c'est que la crise que nous avons actuellement, c'est une crise qui percute avec la crise de notre mode de développement. Il y a un système économique en Martinique qui est à bout de souffle. On le dit, je ne suis pas le premier à le dire, on le dit depuis des années. C'est un système qui est à bout de souffle, qui est fondé sur les rentes, un peu une économie de comptoir dont bénéficie un certain avec des transferts massifs de la France, mais ça ne peut plus durer. Et c'est pourquoi il faut changer de modèle. La grève de 2009 que vous aviez suivie, on s'est rencontrés beaucoup dans les rues de Fort-de-France à l'époque, eh bien, elle pose en filigrane la question de savoir comment partager les richesses. Mais la question qui est posée aussi, c'est comment les créer. Comment les créer. Et je crois qu'il y a... Marie-Jeanne avait tenté de faire quelque chose. Et j'avais pris une part à mon niveau, puisque j'étais conseiller général à l'époque, et nous avions participé avec très peu d'élus d'ailleurs. Il y avait Madame Fanon, qui avait montré beaucoup de volonté de faire aboutir cela. Claude Lizy, bien entendu, quelques administratifs, et je pense à des gens comme Jean-Philippe Pesso-Cluzet, qui n'est plus parmi nous, etc. Bien. Et nous avions élaboré l'agenda 21. Et je me rappelle avoir beaucoup insisté pour dire qu'il fallait faire le lien entre l'agenda 21 et le schéma martiniquais de développement économique qui avait été proposé par Marie-Jeanne, l'équipe de Marie-Jeanne, la majorité est régionale, mais au-delà, parce que le CMDE était soutenu au-delà de la majorité et dirigé par Alfred Marie-Jeanne. Et nous avions tenu une réunion, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en fin décembre, du courant 2008, me semble-t-il, je n'ai pas la date exacte, où nous avions fusionné le SNDE et l'agenda 21, pour essayer de donner une perspective économique à la Martinique. Parce que, je le disais, le développement est au centre de beaucoup de nos préoccupations. Comment voulez-vous qu'on puisse s'en prendre à un jeune qui ne travaille pas, qui parfois a cherché, parce que l'idée que les jeunes sont fainéants, c'est trop facile. Lorsque vous avez un pays et certaines communes, Fort-de-France, mais ça, ce n'est pas pour accabler Fort-de-France, mais c'est vrai aussi au Lamentin, c'est vrai ailleurs. Ce sont de grandes villes. Et les grandes villes sont beaucoup plus exposées à ce genre de phénomène. Eh bien, vous avez 62% des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans qui sont au chômage. C'est-à-dire, lorsque vous avez 1000 jeunes, là, vous avez 620 qui ne travaillent pas. Et certains parmi eux, parce que lorsque j'étais conseiller général, j'ai eu l'occasion de faire un travail à ce niveau avec des jeunes, certains parmi eux ont la volonté de faire. Mais il y a des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a spécialisé les jeunes dans la précarité. Un petit job par là. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas donner ça comme perspective à notre jeunesse. Et je crois qu'il y a là quelque chose de fondamental, alors qui doit nous amener à, en dépit, parce que vous êtes dans un bocal. Le bocal du développement en situation coloniale. Alors, vous pouvez avoir de grands idéaux, vous pouvez dire que vous pouvez tout faire, vous pouvez avoir une vision keynésienne de l'économie, mais d'accord, mais vous ne maîtrisez aucun ouvrage, vous ne maîtrisez pas la fiscalité. Donc cela pose une difficulté, et c'est en dépit de ces contraintes, en dépit de ces limitations, qu'il nous faut quand même tenter d'inventer des choses. Ce sera difficile, c'est pourquoi je pense que l'état d'esprit du peuple martiniquais, c'est-à-dire l'idée de solidarité entre les Martiniquais, l'idée d'implication de tous, d'engagement de tous, est une idée fondamentale. Lorsque j'ai fait voter Peuple et Nation, ce n'est pas pour dire qu'il y a un peuple et une nation simplement, ce n'est pas ça, mais c'est parce que je suis convaincu que ce que les autres ne font pas pour nous, nous sommes les seuls à pouvoir les faire pour nous, dans tous les domaines. Et il faut par conséquent que les Martiniquais se sentent impliqués dans une communauté de destin et que chacun y aille de sa participation pour tenter de limiter en tout cas les dégâts et tenter d'inventer de nouveau. D'accord. Vous avez employé le futur, ce sera difficile. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas encore fait? Pourquoi vous n'arrêtez pas, vous les politiques de ce pays, de donner des perspectives aux gens sans jamais leur donner de planification, c'est-à-dire d'objectifs précis? Et ça me frappe. Je veux dire que je vous suis depuis longtemps, et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un plan? Alors je sais bien, vous êtes socialiste, communiste, ou je ne sais pas, vous êtes quoi? Et que les plans, bon, je sais, depuis les gosses plans russes, ça a mauvaise presse, quoi. Bon, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas... Dans l'économie libérale, enfin de l'économie en tout cas capitaliste, et sous De Gaulle, il y avait des plans. Oui, 5e plan, 6e plan, 7e plan. Ce sont des plans indicatifs. Pourquoi est-ce que les hommes
hommes politiques martiniquais ne sont pas capables, depuis la gauche notamment, depuis qu'elle est au pouvoir, de faire une planification dans le domaine de l'agriculture avec des objectifs, dans le domaine industriel ou dans le domaine artisanal, de faire une vraie planification pour ce pays. Les perspectives, finalement, comme il y avait dans l'agenda 21, ce sont des perspectives, ce sont des idées. Ce n'était pas seulement des perspectives. C'était pas seulement des perspectives. Nous avions, à l'époque, identifié des axes précis de développement, avec des structures à mettre en place. Donc, il y avait, pour une fois, dans l'histoire de la Martinique, il y avait une tentative de dégager une vision, un projet. Dans le projet, il y a une idée beaucoup plus concrète. Et il y avait cette perspective. Alors après, bon, les majorités changent, etc., tout change. Mais il faut dire en même temps que nous sommes confrontés à une difficulté, parce que vous êtes un étatiste. Vous êtes pour l'État, pas l'État français. Mais tel que vous décrivez la conduite de l'économie, vous vous mettez dans la posture de quelqu'un qui a un État, et l'État décide d'un certain nombre de choses, ce qui n'est pas le cas concernant la Martinique. Et je crois que... Non, je ne botte pas en touche. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai évité de dire ça. J'ai dit que la situation... Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous voulez faire un plan de relance. On a beaucoup parlé du plan de relance pour une Martinique nouvelle, de l'Echimi. Très honnêtement, ce n'est pas ce qu'on appelle le plan de relance. C'est un plan d'aide aux communes. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans un plan de relance, on doit, par exemple, maîtriser la fiscalité. Nous n'avons aucun moyen de maîtriser la fiscalité. Cependant, moi, je suis pour ce que vous êtes en train de dire. Je suis pour le fait, en dépit du fait que nous n'ayons pas un certain nombre de pouvoirs, il faut avancer dans cette direction. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la recherche, nous aurons, il ne faut pas se faire d'illusions, nous aurons dans ce domaine un certain nombre d'obstacles avec l'État français. Je vais vous prendre un autre exemple très très simple. Regardez ce qui se passe un peu dans notre environnement. Il y a ce qu'on appelle la coopération que le Venezuela a mise en place sur la question du pétrole, dont nous sommes exclus. Pétro-Caribé. Il y a récemment la création de la communauté des États d'Amérique latine et de la Caraïbe, qui vient d'être créée. Ce sont des zones dynamiques. Or, nous en sommes aujourd'hui, pour pouvoir intégrer ces structures de coopération de la Caraïbe, à quémander à l'État français l'autorisation d'y entrer. Or, ce sont des pôles qui peuvent avoir, qui ont un intérêt pour notre économie. Par contre, revenant à la question que vous posiez, je disais simplement que tel que nous avions conçu l'agenda 21 et le SMDE, c'était pour justement, après avoir défini quelles étaient les grandes orientations économiques à prendre pour le développement du pays, et bien que cela se traduise en termes de programme et du Conseil général et du Conseil régional. Alors, le fait qu'il y ait une assemblée unique, avec toutes les limites que l'on sait, et on connaît ma position sur cela, avec toutes les limites que l'on sait, au moins il y aura un intérêt. C'est l'intérêt de faire en sorte qu'il y ait une structure unique qui s'occupe de ces choses, qui planifie, qui met en mutualisation tous les moyens, à la fois les moyens humains, les moyens financiers, les moyens en termes de matière grise, pour pouvoir faire avancer la Martinique. Et je crois que c'est là le grand défi. Le grand défi de la période qui vient, c'est le défi du développement. Mais il faut répondre à une autre question en se disant cela. Quel développement? Au profit de qui? Est-ce que nous allons faire un développement qui servira principalement des multinationales internationales qui vont s'installer ici et qui vont repartir avec, pour aller vite un peu, pour parler trivialement, qui vont repartir avec le fric? Ou bien est-ce que nous allons mettre en place un développement économique dans lequel les Martiniquais, quels qu'ils soient, auront intérêt? Et je crois que c'est ça le grand défi. Mais nous le ferons dans l'opposition avec des structures qui sont des structures extrêmement limitantes. D'accord. Est-ce que nous ne sommes pas paresseux? Est-ce que c'est pas plus facile de faire tout ce qu'on fait là, de dire, d'incriminer la France, de dire il faut être indépendantiste, il faut être ceci, on n'a pas les pouvoirs? Attendez, je ne vous attaque pas vous. Je dis il y a des gens, disons. Vous avez noté que je n'ai pas dit ça. Oui, mais vous le pensez si fort. Est-ce que vous là, vous n'avez pas des amis qui pourraient faire un groupe de travail
et puis dire, allons faire un plan pour le développement de l'énergie en Martinique dans les 10 ans qui viennent. De façon informelle, ils mettent en place une planification photovoltaïque, éolien, etc. Dans un autre secteur, des ingénieurs agronomes qui ont votre âge, qui sont de votre génération, qui sont vos amis, pourraient dire, ben voilà, on va développer les ignames, on va développer la Chine, voir chaque commune et demander, bon, quelles sont les terres qui sont disponibles pour ça. Pourquoi est-ce que ça n'est jamais fait par nous, quoi? Pourquoi nous ne faisons pas ça? Alors, deux choses. Lorsqu'on lit attentivement le SM2, sur ma Martinique de développement économique, c'était exactement ça. On avait identifié, oui, c'était exactement ça. On avait identifié des secteurs, l'énergie avait été identifiée, le tourisme, le développement agricole et la recherche. Et puis après, il faut transformer ça, non pas en simple projet, mais en, comment dire, en choses à réaliser à court terme, à court, moyen et long terme. Et c'était ça la philosophie. Oui, mais pourquoi on ne l'a pas fait depuis le temps qu'on est au pouvoir? Non, mais parce que... L'agenda 21, il date quand même, c'est pas dire. Ça fait au moins 10 ans qu'on en parle. Mais nous, on l'a mis en place et on a commencé à y travailler autour de 2004-2005 précisément. On a abouti en 2007. En décembre 2007, il y avait cette fusion entre conseil général et conseil régional, et il y avait déjà un certain nombre de choses qui se mettaient en place sur l'énergie, etc. Bon, après, il faut du temps. Mais si vous avez... Et c'est pourquoi il faut qu'en Martinique, nous comprenions la nécessité d'une certaine continuité entre les équipes. Par exemple, moi, je suis absolument déçu, mais pas politiquement, mais philosophiquement, de voir qu'un instrument de travail comme le SM2, qui avait certainement des limites, mais a été carrément jeté aux orties, alors que ceux-là même qui le jettent aujourd'hui, eh bien, l'avaient voté. Parce que lorsque nous avons fait cette réunion sur le SM2 et l'agenda 21 en fin 2007, eh bien, ça avait été voté à l'unanimité. Et moi, ce qui me gêne, c'est cette espèce de frivolité, de légèreté d'un certain nombre de décideurs politiques, en tout cas, décideurs politiques, sur l'idée de continuité des actions qu'on a mises en place. C'est-à-dire, chacun veut avoir la paternité de quelque chose avec estampillé, Martinique nouvelle, etc. Donc c'est complètement absurde parce que le pays n'avance pas de cette manière. Vous avez fustigé la violence qui est dans notre société. Vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire, je crois. Vous savez que la violence a toujours été dans notre société. Nous avons toujours été une société violente. Ce matin, j'écoutais le nom des personnalités qui sont mortes en 2011 et on disait tranquillement, glissant, Marny, enfin c'était la même chose, quoi. Je veux dire, c'est extraordinaire, cette violence-là a toujours existé, les révoltes d'ouvriers, les gens qui meurent au Lamentin, les gens qui meurent décembre 59, la violence a toujours été présente dans notre société. Oui, pourquoi est-ce que vous dites que, bon, la violence, non, on ne sait pas la résoudre, mais elle a toujours été présente? Oui, on parlait il y a peu du développement. Quel développement? La violence, quelle violence? Mais oui. Alors, il y a que la société martiniquaise est essentiellement une société qui a été fondée, qui a été bâtie sur une violence primaire et primitive. C'est le génocide des Amérindiens. Une seconde violence, c'est l'esclavage. Et les rapports qui ont existé pendant l'esclavage ont continué à exister, même après l'abolition de l'esclavage. Bien sûr. Et les rapports de domination, souvent liés à des considérations raciales, continue de se manifester aujourd'hui dans notre société. Continue aujourd'hui de se manifester. Donc c'est une société violente. Par contre, je fais une différence entre l'action qui consiste chez les insurgés de septembre 1870 à s'attaquer à ceux qui sont responsables de leur humiliation, de leur maltraitance, etc. et cette violence circulaire qu'il y a entre nous. Je lisais récemment le livre de Lucrèce sur Fanon, un regard mal interprété, un problème de cœur. Et c'est cette violence circulaire que je dénonce. Que les masses martiniquaises descendent dans les rues et puis prennent le pouvoir. Et puis, ça ne me gêne pas. Ça s'est toujours fait dans les grands moments de l'histoire. Bon, je ne vais pas inventer des choses. Mais par contre, cette violence circulaire entre nous, cette violence gratuite entre jeunes ou bien entre personnes plus âgées, cette violence contre les femmes, aussi qui s'exerce en permanence, ça, il faut dénoncer ça. Et je crois qu'une civilisation, et je ne veux pas faire une civilisation de nuque, je n'ai pas dit que les Martiniquais étaient, comme disait Fanon, des castrés. Je n'ai pas dit cela. Donc,
Si c'est la violence qui consiste à nous défendre, à nous opposer à une domination, oui, mais c'est une violence circulaire qui consiste à nous entretuer pour des raisons futiles, non. C'est une violence, disons, sociétale. Sociétale, circulaire, c'est-à-dire ça tourne entre nous. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas trouvé de solution, vous les politiques? Parce que c'est la première fois, finalement, que les politiques sont confrontés à cette violence-là chez les jeunes. Avant, bon, les jeunes, services militaires, etc., il y avait puis, bon, religion, la famille, etc. C'est une autre société. Oui, une autre société. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas su prévoir ça et puis régler ce problème? Parce que je ne crois pas que le chômage soit à la base de toutes les violences. Il y a des gens qui travaillent. On a bien vu en 2009, lorsqu'on a arrêté les délinquants, il y avait des pompiers, il y avait toute espèce de gens, il n'y a pas que des chômeurs. Hein. Non, c'est très clair. C'est très clair, c'est-à-dire que le chômage ne conduit pas automatiquement à la délinquance. À la délinquance. Le chômage peut conduire aussi à la religiosité, à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que chaque individu réagit d'une certaine manière. Mais une société qui fonctionne mal, parce que quand vous avez quand même 62% de jeunes entre 18 et 30 ans qui ne travaillent pas, c'est une violence quand même faite à une catégorie de jeunes. Parce que parmi ces 62%, il y a des jeunes bien intentionnés, qui sont remarquables, qu'on connaît, qu'on les fréquente, qui sont peut-être dans la rue mais qui ont des valeurs. C'est ça qui est grave. Ce ne sont pas des pestiférés, ce ne sont pas des parias. Ce sont des gens parfois extrêmement intelligents, extrêmement intéressants, extrêmement attachants et qui portent des valeurs. Prenons le cas de cette histoire de Sainte-Thérèse. Pour en discuter, on peut en dire ce qu'on veut. Mais dans ça, il y a un peu de tout. Il y a des jeunes qui sont venus casser les magasins, mais d'autres jeunes de Sainte-Thérèse ont dit, c'est pas nous partons dans ça. Nous partons là pour ça. Nous sommes là pour faire bougla, attraper l'autorisation pour ouvrir un magasin. Donc, il faut prendre tout cela en considération. Je suis très à l'aise sur ça, parce que, si vous voulez, vous disiez que vous avez suivi mon parcours. Il y a très longtemps, mais je n'avais pas 30 ans, que je disais, que je répétais, que j'observais dans la société martiniquaise un certain nombre de signes de fracture. Quand on voit que dans certains quartiers, on avait des jeunes de 10 ans qui étaient dans la rue à 10 heures du soir, on ne peut que s'interroger. Et lorsque j'étais au Conseil général, j'avais proposé ce qu'on appelle le projet éducatif école, famille, quartier. J'avais observé un certain nombre de choses et je m'étais dit que où est-ce qu'on peut identifier les enfants en difficulté et les aider? C'est l'école. Parce que le parent n'a pas nécessairement les moyens. Parfois, le parent a de grosses difficultés, il a besoin d'être aidé et l'école peut permettre d'identifier ça. Et on avait mis en place un projet qui a été expérimenté au Conseil général. Projet éducatif école, famille, quartier, qui consistait à identifier les élèves en difficulté, échec scolaire, et puis d'approfondir pourquoi ils sont en échec. Le plus souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Le plus souvent, c'est qu'ils sont perturbés par des considérations qui sont des considérations familiales. Donc, il faut les suivre. Donc, il y a le soutien psychologique, il y a le soutien à la famille, il y a toute une série de choses qu'on avait mis en place. Et les résultats qu'on a pu donner sur un échantillon de 300-350 élèves qui avaient été suivis, c'est que ça fonctionnait. Après, il faut mettre de l'argent, mais il ne faut pas le faire au niveau du collège. Je l'avais proposé au niveau du collège parce que j'étais conseiller général et j'avais une possibilité d'agir directement. Dans les collèges, ouais. Voilà. Mais il faut mettre ça directement. Et, oui, et dès l'école primaire. Parce que plus on prend tôt ces familles et ces jeunes, plus on a de chance. Donc il faut faire ça. Ah, vous êtes d'accord avec Sarkozy alors? D'identifier les enfants qui posent problème et... Sarkozy est un policier. Moi, je suis un éducateur. Je suis un éducateur, c'est-à-dire que j'ai une responsabilité. Un élève arrive dans ma classe, je vois qu'il est mal. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon cours, je rentre chez moi, et je bois mon rhum, et puis je reviens le lendemain. Non, j'essaie de trouver une solution. Donc, c'est ça l'idée. Mais il faut que derrière, l'enseignant soit aidé, et que le projet n'est pas un projet d'acquisition, n'est pas un projet policier, c'est un projet d'éducation. Et l'approche qu'on a, c'est une approche qui permet d'impliquer les familles et d'impliquer à la fois les municipalités, le conseil général, le conseil... C'était un peu ça l'idée qu'on avait. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi des réponses en termes de développement. Vous êtes d'accord pour qu'on remette le service militaire? Alors, c'est un grand débat. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cela. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que la société martiniquaise serait incapable de créer des espaces de socialisation, de transmission de savoir, de valeurs, d'éthique. Et moi, je me refuse à cet échec-là.
Nous sommes à une demi-heure d'interview, on va devoir se quitter. Mais je sens que vous avez plaisir à rencontrer Catherine Bardet. Vous allez donc la rencontrer, parler avec elle. Vous annoncez que j'ai plaisir. J'adore. Merci de l'anticipation. Non, c'est parce que j'imagine qu'il doit être plus agréable d'être interviewé par elle que par moi. Non, ça dépend de ce qu'on dit, tout dépend du message qu'on veut faire passer. Alors vous voulez que je vous dise que vous êtes agréable? Non, du tout. Non, disons que ce sont des aspects différents. Ce sont des choses différentes. Mais je trouve très intéressant et très important ce deuxième aspect. Parce que je trouve que lorsqu'on connaît l'homme politique, lorsqu'on connaît un peu son parcours, lorsqu'on connaît sa personnalité, eh bien ça éclaire un petit peu, ça éclaire davantage son action politique. Donc je vous invite à être sincère dans cette deuxième partie comme vous l'avez été dans celle-là. Merci de le préciser. Merci beaucoup. Okay. Vous voulez que je vous la lise? C'est la nouvelle année que vous souhaitez, vous, à vous-même. Voilà. Ce que je souhaite à tous les Martiniquais, donc, est force et santé. Je crois que c'est ce dont nous avons besoin. Pour le reste, je m'en occupe. Monsieur Carole. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Chers amis téléspectateurs de Canal Martinique Télévision, bonsoir. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je suis en compagnie de Monsieur Carole. Monsieur Carole, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons vu avec Monsieur Roland Laouché, l'homme politique. Alors, je vous propose de permettre à nos téléspectateurs de découvrir l'homme Toko. Est-ce que vous acceptez ma proposition? Je crois que ça a été la condition qui m'a été fixée, donc je ne peux pas me dérober. Ah. Alors, qui êtes-vous, Monsieur Carole? Quelles sont vos passions, vos hobbies? Qu'est-ce que vous faites en dehors de votre vie politique? Alors, qu'est-ce que je fais en dehors de ma vie politique? Alors, je suis enseignant. Je suis enseignant, je suis prof de lettres et d'histoire. Et depuis un certain nombre de temps, maintenant, je suis encore très loin de la retraite. Et puis, évidemment, j'ai des enfants. Donc, je pense que c'est un défi important d'accompagner autant que faire se peut avec les moyens que l'on a, d'accompagner ces enfants. Surtout que les jeunes se posent beaucoup de questions sur leur avenir, sur ce qu'il y a à faire, sur comment se définir dans cette société. Parce que les choses ne sont pas très faciles. Et je crois que ce rôle d'accompagnement est fondamental. Mais pour le reste, je dois avouer quand même que l'action politique me prend un temps qui est un peu... que je considère parfois comme très important, mais en fait, c'est mon engagement et je l'assume, disons, de manière extrêmement tranquille et apaisée. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 3. Vous êtes marié? J'ai été marié. Ils ont quel âge, vos enfants? Alors, mes enfants sont maintenant majeurs, ils ont entre 19, etc. Mais en même temps, bon, comme on dit chez nous, petit maman a petit problème, et puis grand petit maman a grand problème. C'est-à-dire qu'il faut... Vraiment, c'est une période où les jeunes se posent beaucoup de questions. C'est-à-dire que nous avons connu, et à mon époque, par exemple, bon, on pouvait partir faire ses études en France, et pendant des années, on ne revoyait pas les parents. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être différent, peut-être qu'il y a plus de fragilité. Bon, ou bien peut-être que ce sont les parents qui inventent les fragilités, mais les relations sont différentes, et là, l'accompagnement se poursuit peut-être plus tard qu'avant. Donc ils font leurs études à l'extérieur, pas en Martinique? À l'extérieur, ici. D'accord. Les deux. Et quelles études? Alors, il y en a une qui fait du droit, l'autre qui fait psycho, et la troisième qui est en prépa. Il n'y en a pas un qui veut suivre les traces de son papa? Et non, non. Disons que la question n'est pas posée. Pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que je crois que chaque individu doit découvrir sa voie. Ce n'est pas mon père qui m'a poussé à faire de la politique. Et je n'ai pas poussé mes enfants à faire de la politique. Je pense que les engagements spirituels, politiques, scientifiques, sont toujours quelque chose de très personnel. Et j'insiste sur ça, c'est vraiment très important.
on ne peut pas demander à ces enfants de suivre. Ils feront ce qu'ils voudront. Oui. Ils feront ce qu'ils voudront, mais je crois que chacun doit trouver sa voie et l'assumer. Et je n'ai jamais été dans la peau d'un héritier. Mais ça, en politique, comme dans ma vie personnelle, je n'aime pas les situations de rente et je crois que ces enfants, nos enfants, doivent trouver leur voie et puis l'assumer. Donc, vous êtes rentré dans la vie politique par accident ou c'était vraiment une réelle ambition? C'est-à-dire que j'ai commencé mon engagement politique, j'avais 14-15 ans. Ah, très jeune. Très jeune. Très jeune. J'avais été extrêmement marqué par les événements de janvier-février 1974, où il y avait eu cette répression contre les ouvriers agricoles. J'avais déjà une conscience. Mais disons que ça a cristallisé. Et cette conscience, c'est pourquoi mon engagement a été avant tout plus un engagement militant, philosophique, qu'un engagement politicien. C'est pourquoi je n'ai jamais eu un rapport avec la politique, un rapport de politicien, c'est-à-dire de gens qui viennent là pour des intérêts qui n'ont pas de conviction. J'essaie de porter mes convictions. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Hein. Avec celle que j'ai, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais je crois que lorsqu'on se bat, lorsqu'on a une vision pour son pays, il faut assumer les difficultés. Il faut assumer aussi les insuccès. Mais ce qui est essentiel, c'est de dire en vérité ce qu'on a à dire. Et puis après, bon, ça fera son chemin, ça ne fera pas son chemin. Mais c'est le risque d'une vie, c'est le risque d'un engagement. Et donc, je suis d'abord entré comme ça, les événements de février 1974. Ensuite, j'ai continué à militer, notamment dans le mouvement de la jeunesse. Il y avait une organisation qui s'appelait ALCPJ, en Lot-Chimé pour la jeunesse. Donc, j'ai été militant pendant très longtemps. J'ai participé à la fondation de l'ONEM, de l'Organisation nationale des étudiants martiniquais. Ensuite, j'ai été président de la GEM pendant que je faisais mes études en France. Puis je me suis occupé de questions internationales. Et quand je suis revenu, j'ai continué la lutte politique. Mais j'ai toujours essayé de garder ma flamme. C'est-à-dire, et je sacrifie tout pour un peu de vérité en politique. C'est-à-dire que mon obsession, ce n'est pas d'être élu, ce n'est pas d'être au pouvoir. S'il faut assumer le pouvoir, je l'assume sans état d'âme. Mais le pouvoir n'a de sens que dans la mesure où on a une vision pour le pays. Donc vous l'aviez dit, à 14 ans, vous avez déjà une conscience politique. Mais quel genre d'adolescent étiez-vous? Téméraire, raisonnable, peut-être brûlé? Pas trop raisonnable peut-être. Pas trop raisonnable. Pas trop raisonnable, un peu peut-être brûlé. C'est-à-dire que j'appartiens à une famille d'origine populaire. D'accord. Et donc c'était des bandes de jeunes, mais avec des initiations particulières, il fallait se battre, il fallait... Ah oui. Mais c'était toujours rituel, c'est-à-dire que c'était pas des combats où on essayait de se tuer, c'est-à-dire on se mesurait, Oui. mais après on se respectait, c'est-à-dire que mes meilleurs amis sont ceux avec lesquels je me suis chamaillé, je me suis battu, mais c'est-à-dire que ça n'allait jamais au-delà de certains rituels du combat, c'était jamais de la haine, etc. Pas comme maintenant. Pas comme maintenant, c'est-à-dire que l'idée de tuer quelqu'un, c'est ça ne traversait pas l'esprit. Donc, et puis j'ai aussi beaucoup de liberté. J'ai aussi beaucoup de liberté avec ces jeunes-là. Bon. Et puis en même temps, j'ai été très tôt passionné par la littérature. C'est-à-dire que je me souviens toujours de la bibliothèque du lycée Cherchère. Il y avait une petite bibliothèque au lycée Cherchère où il y avait de vieux livres. Il y avait de vieux livres, il y avait notamment des écrivains russes, Tolstoï, Dostoïevski, etc. C'était des gens extrêmement intéressants, donc c'était de vieux livres qui avaient une odeur de poussière. Et il y avait un bibliothécaire qui était aussi, je crois qu'il était un peu musicien, qui habitait Terre Sainte. Je ne me rappelle pas son nom. Je ne me rappelle pas son nom, il est déjà décédé. Quelqu'un d'extrêmement intéressant. D'ailleurs, il me permettait de garder plus longuement les livres que j'avais empruntés. Donc c'était un peu ça mon adolescence, c'est-à-dire entre liberté, mais passion en même temps pour la littérature, pour les idées, etc. Mais je n'étais pas le seul dans ce cas, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, beaucoup de jeunes qui avaient 14-15 ans, s'intéressaient déjà à Fanon, s'intéressaient à Marx, s'intéressaient à ces... Parfois, je suis surpris de voir que la génération actuelle n'est pas aussi... Mais il y avait les mêmes préoccupations. Voilà, non, on était nombreux à être dans ce cas, à très tôt s'intéresser à des questions politiques, à lire Fanon. Alors, on lisait Fanon comme on pouvait lire Fanon à 16 ans, mais on le lisait quand même. Et c'était, de ce point de vue, pour moi, ça a été une période extrêmement enrichissante. Vous regrettez cette période? Non, parce que des fois, je me dis qu'il ne faut pas regretter les choses, il faut simplement, disons, remercier la vie d'avoir eu la chance de connaître ça. Mais on ne regrette pas, après, il faut avancer. Vous avez fait des infidélités à la Martinique?
Et pas vraiment, non, je suis parti pendant quelques temps faire mes études, d'abord à Bordeaux et puis à Paris. Mais je dois aussi, comment dire, avouer, puisque on est à l'heure des aveux. Je dois avouer que j'ai en même temps, et ça m'a permis aussi parce que dans ces années-là, quand j'étais à Paris, dans les années 82, c'était l'époque où au plan international, beaucoup de choses se faisaient. C'était les luttes qu'il y avait, par exemple, au Salvador, au Nicaragua, avec le Front sandiniste de libération nationale. C'était la période où on se battait pour la libération de Nelson Mandela. Donc, en fait, ma période estudiantine a été rythmée par ces événements-là, qui sont de grands événements, et dans lesquels nous étions impliqués. C'est-à-dire que quand, par exemple, on avait Peter Botha qui venait à Paris, bon, nous on se mobilisait pour lutter contre le régime de l'apartheid. Parce qu'on a l'impression, quand un jeune arrive maintenant, on a l'impression que tout ça existait déjà. Ce que je veux dire simplement en disant cela, c'est qu'il a fallu se battre. Il a fallu se battre, pas moi en particulier, c'est pas ça. Mais il y a eu des générations de jeunes qui se sont battus pour que quelques idées puissent s'établir et puis pour que quelques progrès puissent se réaliser. Qui vous a initié à la vie politique? Alors, personne réellement. Peut-être mon père. Peut-être mon père parce qu'il était passionné par les questions de politique et il parlait souvent de Cuba, du Tché, etc. Bon, mon père n'était pas un intellectuel, c'était quelqu'un du peuple, mais qui était extrêmement intéressé par ça. Peut-être que ça a éveillé quelque chose en moi. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de lire un livre qui m'avait extrêmement bouleversé, c'était La condition humaine de Malraux. C'est un très très beau livre qui parlait en fait un peu de la révolution en Chine, etc., des acteurs, des révolutionnaires, etc. J'avais trouvé ce livre extrêmement fort, mais je crois aussi que la lecture c'est-à-dire que je suis un peu arrivé à la lutte politique à la fois par ce que j'avais pu vivre dans mon enfance, c'est-à-dire les disparités sociales, la pauvreté, etc. Par ça, par ce que j'avais observé en 1974, mais aussi par la littérature. Et je trouve ça très bien parce que, en fait, si vous voulez, la politique est une science particulière. Il faut avoir les deux pieds dedans et tout le corps, mais en même temps, il faut être en capacité de sortir de ça. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de distance. Et c'est pourquoi, dans les luttes politiques aussi, il ne faut jamais perdre de vue un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire qu'on a beau avoir en face de soi l'adversaire le plus décapitable pour aller vite. Enfin, il ne faut pas décapiter les adversaires, c'est une manière de dire. L'adversaire le plus désagréable, il faut en même temps savoir garder un certain nombre de valeurs humaines, de respect quand même. Ce n'est pas toujours facile. Mais je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est important pour nous-mêmes parce que je suis convaincu qu'au-delà des divergences politiques, au-delà des divergences idéologiques, il y a la condition humaine. Et la condition humaine nous amène toujours à la solidarité humaine, à la compassion, au respect de l'autre. Quelles sont vos qualités, vos atouts? C'est difficile. Vous m'incitez à faire un peu de narcissisme introspectif. Pourquoi pas Non, bon, je crois que je suis solidement attaché à un certain nombre de valeurs. Et que rien ne me détourne de ça. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de valeurs auxquelles je tiens, et je suis fidèle à ces valeurs. Je crois que je suis loyal aussi, même dans les affrontements politiques. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de ne pas mentir sur des événements politiques. Je peux donner mon analyse d'un événement politique, mais je ne mentirai jamais sur un adversaire pour dire qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est vraiment pas dans ma manière de fonctionner. Et puis, je crois qu'avec le temps, j'ai appris à prendre mais avec le temps, mais peut-être que j'ai toujours été comme ça, à prendre un peu de la distance par rapport à ce que je faisais moi-même. C'est-à-dire qu'il faut être un acteur complètement engagé, mais il faut être aussi un observateur de soi-même. Parce que il y a des engagements politiques qui ont conduit à des crimes. Bon, et on n'a pas le droit de tuer pour des raisons idéologiques. On peut s'affronter. C'est vrai qu'il y a des batailles, des grandes révolutions, ça c'est autre chose. Mais la différence qu'on a avec l'adversaire ne doit pas nous conduire à la haine de l'adversaire. On peut ne pas l'aimer, on peut le mépriser un peu, etc. Mais on ne doit pas arriver à haïr l'adversaire. Je pense que c'est absolument intolérable. On peut le combattre. Moi, je suis pour la lutte idéologique, je suis pour la lutte politique, je suis pour qu'on se dise des choses, mais je ne suis pas pour que l'affrontement conduise à la haine de l'adversaire.
une de mes manières d'agir, mais ça c'est moi, je n'impose pas ça aux autres, etc. Oui. C'est ma manière de voir les choses. Et vos défauts? Ah, j'en ai pas mal, hein. Vous allez fuir, donc il vaut mieux ne pas les éliminer. Non, non, donnez au moins 3. Allez, au moins 3 défauts. C'est difficile, c'est vrai que... Vous ne voyez pas tout de suite? Non, je ne vois pas. Donc que des qualités, tout alors? de suite, peut-être que... Non, c'est vrai qu'on voit plus facilement ces qualités que ces défauts. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? J'avoue ça. Donc vous ne voyez pas, mais de l'extérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit que parfois je suis têtu, Ah. mais je trouve que c'est peut-être une qualité. Défaut, voilà, oui, c'est peut-être une qualité. Et vos enfants, on me dit parfois que j'écoute trop les gens, mais je trouve que c'est peut-être parfois ça peut être une qualité. Ouais. Puis peut-être que quelque chose, quand je suis dans quelque chose, j'ai tendance à oublier le reste. Ça peut être ça, c'est par contre vos enfants, un défaut qui m'a été souvent ouais. rappelé. Voilà. Alors l'adage dit souvent que derrière tout grand homme se cache une femme. Est-ce que c'est votre réalité? Les adages disent ce que les adages disent. Bon, je crois que les choses ne sont pas aussi simples. Je crois que derrière chaque grand homme ou bien grande femme, derrière chaque individu qui s'investit à fond, il y a d'abord une conscience. Il y a d'abord une conscience. Et vous pouvez avoir derrière vous la femme la plus extraordinaire ou l'homme le plus extraordinaire. Si vous-même vous n'êtes pas disposé à faire quelque chose, ben ça ne suffira pas. Les choses peuvent naître d'une rencontre. Mais je pense que chacun, et c'est ça peut-être le message, chacun doit trouver en lui ce qui lui permet d'être exceptionnel, ce qui lui permet de ne pas être dans la médiocrité. Et ça, c'est fondamental. Êtes-vous un sportif? Oui. Vous trouvez le temps de faire du sport? Alors, ça fait partie des choses qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'individu, c'est bien entendu l'esprit, ce sont ses engagements, mais c'est un corps aussi. Et ce corps, il est fragile, parce qu'il est en but au problème de santé, etc. Exactement. Et je crois qu'il faut protéger son corps. Protéger son corps, c'est quoi? C'est faire du sport. C'est l'alimentation aussi. Donc, il ne faut pas mépriser son corps. Moi, je n'ai jamais eu le culte du corps, mais je n'ai jamais eu non plus le culte de l'esprit au détriment du corps. Je crois qu'il faut qu'on trouve la bonne harmonie entre les deux. Et bon, ce n'est pas parce qu'on a dépassé 30 ans, 40 ans, qu'on doit vous considérer que, bon, ben oui, bienvenue à un bon point, bienvenue au lycée physique. Non, je pense qu'il faut en permanence, qu'on soit un homme ou une femme, avoir une espèce de respect de son corps, c'est-à-dire de le maintenir en bonne forme et en aspect agréable le plus tard possible. Mais ça, je pense que c'est en même temps un impératif de santé. Oui, c'est en même temps un impératif de santé. Maintenant. Alors, qu'est-ce que vous faites en rentrant chez vous le soir, après une dure journée de travail? Quelle est la première chose que vous faites? Alors, j'essaie de m'informer de ce qui s'est passé. Oui, on est toujours là. Toujours. Donc, je regarde un peu ce qui se passe chez moi, c'est évident. Mais c'est vrai que je travaille tard le soir. C'est-à-dire que, bon, parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins de... etc. C'est-à-dire que je me couche tard et je me réveille très tôt. C'est-à-dire que je peux aller me coucher à 1h du matin et me réveiller à 4h, 5h. Ça dépend du niveau de fatigue, évidemment. Mais c'est à peu près ça le rythme. Et bon, je regarde un peu les informations, parce que quand on a été hors de chez soi pendant toute la journée, on ne sait pas trop ce qui se passe, ni dans le pays, peut-être qu'on a entendu des choses. Donc je m'informe, voilà. Et puis, bon, je vérifie mes tâches du lendemain, et puis je m'occupe des miens, évidemment, aussi, c'est clair. Et puis, je lis beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, je ne dors pas sans lire. Vous préférez la littérature au cinéma, par exemple? J'adore le cinéma. Oui. Je n'ai pas le temps d'y aller, parce que pour beaucoup de raisons, temps, hein. Oui, mais enfin, j'essaie quand même. Mais j'adore le cinéma. Par contre, j'ai toujours considéré que le symbole de la culture à travers les millénaires, c'était le livre. Donc, je suis de cette culture-là, c'est-à-dire de la lecture, et je lis énormément. Donc, le soir, quand j'arrive, je fais des... C'est-à-dire que je pense qu'il faut toujours trouver un moment pour sortir de ses obligations. Et le livre, pour moi, c'est un moyen de sortir de mes obligations politiques ou de mes obligations professionnelles. Donc, donc pour moi, c'est lire, c'est de réfléchir. En fait, mais la lecture, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et est-ce que vous aimez faire la fête? Est-ce que vous aimez sortir le soir,
aller en soirée, dans des balles? Non, je ne suis pas, non, pas du comme tout. ça. Donc vous n'aimez pas danser? Non, ce n'est pas ce n'est pas que je n'aime pas. Mais disons que je n'ai pas, je disais il y a quelques années que je n'avais pas l'obsession de la gamelle, hein, c'est-à-dire de manger, etc. Je n'ai pas non plus l'obsession du pied. Hein. D'accord. Parce que vous savez, nous sommes dans une civilisation du pied, donc qui a généré une perversion fondamentale, c'est que la descente du cerveau dans le pied, la montée du pied dans le cerveau, souvent. Je dis ça un peu pour rigoler à mes élèves. Mais en fait, non, il faut se détendre. C'est-à-dire que, mais comment, il y a une conception de la détente qui veut que ce soit seulement, je vais danser, je vais au cinéma, etc. Mais je ne suis pas obsédé par cela. Je peux rester très longtemps sans le faire, puis je peux le faire abusivement et quelque temps. Mais c'est vrai que j'ai tendance plutôt à donner la priorité à ce que je dois faire, que je considère comme des devoirs. Et quel style de musique vous appréciez alors? Tout. Tout en fait. Même la musique des jeunes, le dancehall, le hip-hop Il y a d'excellents morceaux. Alors, ce qu'ils font les jeunes d'intéressant et que la génération qui a précédé ne fait plus, a fait, c'est qu'il y a dans certains textes une réflexion sur la société. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on a tendance à considérer, certaines personnes ont tendance à considérer qu'ils ne disent rien. Non, ils disent des choses. Ils disent comment ils vivent. Ils disent leurs difficultés, ils disent leurs espoirs. Et moi, j'écoute ces textes. C'est-à-dire que quand j'ai du temps, j'allume la télé. J'ai aussi cette manie d'aller sur les chaînes que les gens nous regardent. Pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils regardent. Et j'en discute avec mes élèves parfois. Parce que c'est très important. C'est-à-dire que ce qu'ils font, ça existe dans la société. Et il faut que les adultes aient aussi cette vision. Il ne faut pas se retrancher derrière ces murailles de Chine en disant ça c'est mon... Non, il faut, je pense, avoir cette intelligence de comprendre ce qui se passe. Et donc j'écoute, je discute, je regarde, j'analyse ce qu'ils font. Et puis, bon, j'aime la musique, bien entendu, la musique martiniquaise, mais des musiques négro-africaines, du Brésil, d'Afrique, etc. Je suis assez prolixe dans les goûts. Et ça, bon, je trouve ça extrêmement intéressant. Tout en étant fondamentalement enraciné, vous l'avez compris, sur mon sol national. Et quels sont vos mentors, vos influences, ceux qui ont fait qu'actuellement vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes dans la vie politique? Alors, quand j'étais étudiant, je me rappelle que beaucoup de mes amis, ils avaient toujours une affiche de quelqu'un, une affiche du Tché, d'Ho Chi Minh, etc. Et moi, je n'avais jamais d'affiche. Parce que j'ai une vision particulière des leaders. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Notamment des gens comme Nelson Mandela, comme Biko, comme Fanon. Ce sont des gens pour qui j'ai énormément de respect. Mais en même temps, je suis fondamentalement opposé à une espèce de déification des leaders. Les leaders, ce sont des personnes que l'histoire nous donne, qui synthétisent un peu ce que nous sommes, et qui nous permettent d'avancer, de faire des progrès. Mais lorsque ça conduit à des dérives comme les pères de la nation, récemment j'entends un grand intellectuel martiniquais que tout le monde adore, dont je tairai le nom parce qu'il m'est bien sympathique, mais qui disait qu'il faut un père de la nation. Non, il ne faut pas de père de la nation. Moi je suis pour les frères et les sœurs de la nation. Il peut y avoir des leaders, mais les leaders doivent être conscients de leurs limites aussi dans l'histoire. On n'est pas leader à vie. Il n'est pas leader à vie. Et moi, tout en respectant ces personnalités qui ont joué un rôle important, il faut en même temps avoir une espèce de distance. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Bon, parlons par exemple du cas de Gandhi. Gandhi était quelqu'un d'extraordinaire. Mais quand on analyse davantage la vie de Gandhi, on peut dire beaucoup de choses. Donc les hommes ne sont pas parfaits. Ils n'ont jamais prétendu à la perfection. Donc je n'ai jamais eu de culte d'individu. Par contre, je les ai lus attentivement. Et je continue de les lire, mais de manière critique. Non pas pour les critiquer, mais pour essayer d'évaluer ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Voilà. Donc je n'ai jamais été quelqu'un, je n'ai pas un esprit religieux de mythe, d'adoration, je n'ai jamais été comme ça. Et c'est pourquoi même avec mes contemporains, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'entre eux, etc. Mais je ne suis pas dans l'adoration. C'est-à-dire que je suis capable de dire qu'il a ça comme qualité, mais il a tel et tel défaut. Et je sais faire la différence entre les deux aussi. Voilà. Comment voyez-vous la femme d'aujourd'hui? La femme martiniquaise? Oui.
Là, c'est la question la plus Elle est même désastreuse que vous même ayez. pas sur mes notes. C'est venu comme ça. Voilà, ce sont ces questions-là qui sont de jeu. Non. Et en fait, ce que j'observe, il y a plusieurs entrées à votre question. Ce que j'observe aujourd'hui en Martinique, c'est l'extrême dynamisme des femmes. Je le vois parmi mes élèves, qui sont beaucoup plus dynamiques que les garçons. Donc je crois que nous sommes entrés en Martinique dans une société où il y a un très grand dynamisme des femmes. Et qui, sur le plan intellectuel aussi, sur le plan de l'entreprise, un peu partout. Et il y a une irruption extrêmement forte de la femme dans les affaires du pays. Et moi, je pense que c'est l'une des grandes conquêtes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a de la violence contre les femmes que j'ai dénoncée et qu'il faut continuer à dénoncer, qu'il faut combattre, etc. Mais en même temps, il y a une irruption des femmes dans le paysage martiniquais à tous les niveaux et qui, à mon avis, une des choses importantes qui se passe durant ces décennies et qu'il faut noter. Et souvent, je dis, mais un peu pour plaisanter, que les hommes ont inventé la parité pour se protéger des femmes. Parce que c'est vrai que la parité aujourd'hui permet à un certain nombre de femmes d'accéder à des responsabilités, mais les hommes seront bien contents demain de se dire que c'est grâce à la parité qu'ils peuvent accéder au pouvoir, parce qu'il y a une dynamique, mais vraiment très, très, très forte des femmes, et qui les conduit à des postes de pouvoir, à des responsabilités, à un haut niveau de formation. Et je pense que ça, c'est le phénomène peut-être le plus important de ces dernières années. Êtes-vous un fin gourmet? Sans plus. C'est-à-dire que je sais apprécier ce qui est bon, mais je ne me fais pas une obsession de ce genre de choses. Quel est votre plat préféré? Vraiment. Non, je n'ai pas de bon, non, pas, etc. Bon, j'aime bien comment dire. Et, vous savez, dans tout, on fait un peu du Proust dans cette affaire. Dans la perception que l'on a de l'alimentation, il y a toujours un peu de l'enfance, de souvenirs qu'on a des choses, des odeurs, et des couleurs, du goût. Mais c'est vrai que je pense beaucoup au poulet aussi que faisait ma bonne-mère, etc. Donc il y a un peu de ça dans toute perception que l'on a de l'alimentation, parce que c'est le fameux texte de Proust où le goût ramène à des souvenirs, à des choses qu'on a vécues. Êtes-vous plutôt un meneur ou un suiveur? Un frère. Un frère. Un frère. C'est-à-dire que, non, je ne suis pas un suiveur, mais je ne suis pas non plus un partisan des leaders qui profitent de leur charisme pour construire autour d'eux une espèce de mystification personnelle. Et moi, je fais toujours très attention à ça. C'est-à-dire que le leader, celui qui a la force d'entraîner les autres, de mener les autres, peut être un mystificateur. Et c'est pourquoi il faut toujours introduire en politique une dimension qui est l'éthique. D'autres vont dire la spiritualité. Une dimension qui est l'éthique parce que plus on a de puissance, plus on a de responsabilité vis-à-vis des autres. Et l'une des responsabilités que l'on a vis-à-vis des autres, c'est de garantir leur liberté. Et donc, il faut toujours faire attention à soi-même. C'est comme l'idéologie. Bon, je suis un idéologue, je suis pour l'idéologie. Mais en même temps, il faut prendre une distance par rapport à l'idéologie. Donc, et le leader doit faire attention. Il doit se mettre lui-même sous surveillance. Parce qu'il a une responsabilité vis-à-vis des autres. Et la principale responsabilité qu'il a vis-à-vis des autres, c'est de garantir la liberté des autres. Les autres doivent vous suivre parce qu'ils ont compris le sens d'une démarche. Une démarche qui n'est pas pour vous, mais qui est pour le collectif. Si on vous suit pour vous-même, parce que c'est un tel, etc., ça n'a pas d'intérêt. On doit suivre un leader parce que la vision qu'il porte, le projet qu'il a, c'est un projet qui doit nous élever tous. Pas parce que pour le mettre à des postes de pouvoir. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui donne les pères de la nation, ou les petits pères de la patrie. Et je l'ai dit, je suis contre les pères de la nation, je suis contre les petits pères de la patrie, je suis pour les frères de la patrie, les sœurs de la patrie, je suis pour que le leader, parce qu'il y a des leaders, mais qu'il considère simplement que son rôle est limité dans le temps. Voilà, c'est fondamental. Vos véritables amis, ils sont dans la vie politique ou en dehors de votre vie politique? Celui qui m'est le plus proche est dans la vie politique. Il est dans la vie politique, mais
Je n'ai pas que des amis, bon, parce que c'est un parcours très long de plus de 30 ans, là c'est de 40 ans, mais l'amitié qu'on a n'est pas une amitié qui est liée seulement à la politique, qui est liée à beaucoup d'autres choses. Mais j'ai des amis en dehors du champ politique. Bon, j'ai des relations très solides aussi en dehors de ça, parce que en réalité, ce qui fait qu'on est attaché à tel ou tel individu, ce n'est pas tellement qu'il fasse parce qu'il fait de la politique, mais c'est parce qu'il porte des valeurs qui transcendent son engagement politique. Et c'est ce qui est intéressant, c'est quelles sont les valeurs que les individus portent qui transcendent, disons, leur fonction dans un système. C'est ça qui est fondamental. Donc on a parlé de votre adolescence. Maintenant, on va imaginer le futur. Et comment vous voyez-vous comment vous voyez-vous aller dans 30 ans, 40 ans à la retraite? Comment vous voyez-vous? J'ai toujours des difficultés à imaginer mon horizon. Mais, comment dire, j'ai des engagements par rapport à moi-même, c'est-à-dire aussi, il y a bien entendu le pays. Je pense que chacun a une responsabilité par rapport à sa famille, par rapport à son pays, etc. Bon, mais je me suis toujours senti dans ce pays, et c'est-à-dire que j'ai toujours épousé dans ce pays la partie la plus ignorée. Et nous sommes dans un pays très particulier, où on parle de melting pot, où on parle de créolisation, on parle de toutes sortes de choses, mais en réalité, c'est un pays aussi où il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de non-dits. Et il y a dans notre pays une espèce de disparités raciales qui sont extrêmement fortes. Extrêmement fortes. C'est-à-dire que les questions, nous sommes des spécialistes de la coloration, les Chabine Kalazaza, les Chabine Prelsi, les Capres, etc. On est très fort dans cela. Et notre société s'est édifiée sur une espèce de racisation des rapports. Et moi, je suis préoccupé par cela parce que cela se pose aussi au niveau, pas seulement au niveau de la Martinique, mais au niveau international. Cela se pose dans les rapports que les peuples qui ont été réduits à l'esclavage ont aujourd'hui. Bon, quand on va, par exemple, au Pérou, au Nicaragua, un peu partout, bon, les Noirs sont dans des situations particulières. Et moi, cette situation m'interpelle. Et c'est vrai que ça fait partie de mes axes de réflexion, de ce que j'aurais aimé avoir le temps de faire. Bon, puis c'est vrai que j'ai toujours été aussi passionné par l'écriture. Bon, sinon, le reste du temps, quand je serai vieux, je vais regarder les étoiles, ce ne sera pas plus mal. Vous avez des frères et sœurs? Oui, non, je suis d'une famille très nombreuse. Nous sommes une dizaine. Ah, une dizaine? Vous êtes proches? Et oui, enfin, pas géographiquement, parce qu'ils ne sont pas tous ici, mais dans nos relations, il y a des relations extrêmement fortes entre nous. Et quelle est la forte valeur que votre mère vous a inculquée à tous? Je pense que c'est en partie, c'est peut-être à l'influence de ma mère que je dois à la fois je pense qu'il y a une valeur fondamentale. Il y a deux valeurs fondamentales. D'abord, d'avoir confiance en soi, c'est-à-dire de toujours considérer que tout est possible, de garder confiance, quelle que soit la situation. Mais en même temps, il faut tempérer cette confiance que l'on a en soi par l'humilité. Pas une humilité de façade, hein, mais par une conviction profonde que l'on est aussi important qu'on ne l'est pas, qu'on est aussi utile qu'inutile. Donc il faut toujours relativiser ce qu'on est, sa fonction, sa mission. Il faut toujours relativiser. Il faut faire ce qu'on a à faire à fond, totalement, mais en même temps, il faut toujours avoir cette distance. Et je crois que cette valeur-là de distance, d'humilité, de ne pas se penser pour ce qu'on n'est pas, et je pense que c'est extrêmement important. Je pense que ça, j'ai hérité ça de ma famille, mais plus de ma mère. Et je pense que par contre, c'est une valeur sûre, parce que nous sommes dans un monde où peut-être c'est renforcé par le rôle certainement des médias. Même les médias, on peut se mettre directement en scène, hein, grâce aux réseaux sociaux, où l'ego triomphe sur le reste. Or, l'ego, évidemment, c'est important parce qu'il faut avoir de l'estime pour soi-même. C'est fondamental. Mais il ne faut pas que mon estime de moi-même ni l'estime que l'autre doit avoir de lui-même. Et il faut toujours chercher l'équilibre entre des pôles, entre des extrêmes. Et l'humilité, à mon avis, en même temps que la confiance en soi et le respect des autres, ce sont des choses qui sont importantes. En même temps, il faut avoir le courage d'affronter les difficultés. Quelles que soient les difficultés,
une fois que l'on pense que ce que l'on fait est juste, on peut se tromper, on a le droit à l'erreur. Mais une fois qu'on pense que c'est juste, juste non pas parce que ça vous permet d'avoir un poste de prestige. Le prestige individuel, ce n'est pas important. Ouais. C'est pour les cerveaux ramollis qui cherchent à avoir une tote, etc. Bon. Mais à partir du moment où on sait que ce que l'on fait va dans le bon sens et est utile, il faut y aller. Mais il ne faut jamais se considérer comme un père de la nation ou bien un père de quoi que ce soit. Personne n'est père de rien du tout. Vous ferez quoi le 31 ? Alors, je n'ai pas encore décidé. Là, sur ces fêtes-là... Vous n'allez pas lire quand même? Non, je vais certainement faire quelque chose. je vais certainement sortir, parce que c'est la... Mais c'est vrai que ce sont des choses que je décide au dernier moment. Mais j'aime bien, dans ces périodes-là, être avec des amis. Bon, je ne suis pas tellement amusant dans le grand Wélélé. Oui. Auquel je trouve un certain nombre d'avantages. Je n'ai pas dit aux gens de ne pas y aller. Mais parce que vous parlez de mes préférences, je préfère quand même être avec des gens que je connais et tranquillement, voilà. Et quelles sont vos nouvelles résolutions? En fait, je prends mes résolutions en octobre. Ah oui? Oui, parce que je suis né en octobre. Donc chaque année, donc vous n'aurez pas mes résolutions pour la nouvelle année, je l'ai déjà prise. L'année prochaine, si vous m'invitez en octobre. Et vous avez tenu vos résolutions de l'année? Enfin, elles sont récentes, elles datent de 2 mois, mais enfin, je suis en bonne voie. Je suis en bonne voie. Enfin, les choses, vous savez, l'art de la vie, c'est toujours la combinaison entre ce que l'on veut et ce qui est possible. D'accord? Il faut que ce que l'on veut soit quand même un peu plus important que les limitations de ce qui est possible. Mais enfin, il ne faut pas renoncer. Vous avez fait quoi à Noël? Eh bien, j'étais avec quelques amis, la famille, etc. Voilà. Donc, la Noël, c'est ça. Ouais. Bon, c'est vrai que moi, ce qui m'embête à Noël, c'est que, en fait, ma famille, c'est-à-dire que mes frères et sœurs ne vivent pas ici. Donc, c'est vrai que... Bon, ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu... Parce que, en fait, les événements, on les revit de cette manière aussi, à travers ce qu'on a pu vivre avant. Bon, mais en fait, c'est comme ça. Puis, bon. Mais voilà, donc c'est un peu ça, hein. Enfin, entre loup et chien. Vous êtes originaire de quelle commune? Alors, je suis originaire de Fort-de-France, c'est de Redoute. Okay. Et ma mère est originaire de Fort-de-France, de Ravine-Vilaine-Redoute. Hein, donc, ce sont des familles de cette zone-là. Et mon père est originaire du Diamant. Donc, Carole, c'est un patronyme du Diamant. Du Diamant. D'accord. Ouais. Mais je n'ai jamais vécu en fait au Diamant, j'ai toujours vécu à Fort-de-France. Et évidemment, quand j'étais très jeune, j'allais en vacances au Diamant. Bon, j'y retourne régulièrement. J'y emmène mes enfants pour transmettre un peu la part de nombrilisme que tout le monde traîne. Mais ça, si ça ne gêne personne, tant mieux. Voilà, donc j'y retourne de temps en temps. Et c'est une commune que j'adore. Donc après Fort-de-France, ce serait le Diamant. Vous affectionnez... Quand je serai très vieux, oui, si les étoiles sont plus belles au Diamant, peut-être on verra. Non, mais j'adore Fort-de-France. En fait, toute ma vie, c'est Fort-de-France, et ma jeunesse, c'est Fort-de-France. Vos grands-parents, ils sont toujours en vie? Non, mes grands-parents sont morts très tôt, des deux côtés. Des deux côtés. J'ai eu la chance de connaître le père de ma mère, mais quand j'étais très, très, très jeune. Donc le souvenir que j'ai, c'est quelques souvenirs, et comme ça, et puis le souvenir de son décès. Mais enfin, c'est... D'accord. Vous étiez proche? Si alors, il paraît que j'étais le petit-fils qu'il préférait. Bon. D'accord. C'est pourquoi j'ai gardé quand même une relation assez affective. Vous avez quelle position? Alors, je suis quatrième en vie, parce que j'ai une grande sœur qui est morte très tôt, et c'était à l'époque où la fièvre typhoïde ravageait la Martinique, dans les années 53, 54, etc. Donc, elle est morte de ça. Donc, parmi les frères vivants, je suis le quatrième. Le quatrième. D'accord. Pas gâté, non? Vous avez été gâté? Non, vous savez, on n'est pas gâté quand vous avez une famille nombreuse, les parents n'ont pas le temps de vous gâter. Non, on n'avait pas. Peut-être que les derniers ont été gâtés, mais les premiers, c'était pas à la dure, mais enfin, c'est l'époque qui voulait ça aussi. C'est-à-dire que dans les familles modestes de l'époque, il fallait se battre, il fallait prendre ses responsabilités, il fallait être actif, il ne fallait pas dormir, il fallait espérer, il fallait se battre pour que ses rêves se réalisent, etc. Et souvent, je me dis que heureusement que je suis né dans une famille comme ça, parce que, en fait, c'est ce qui m'a toujours porté. C'est-à-dire que
C'est pourquoi quand il y a des difficultés, quelles qu'elles soient, bon, je suis dans un état d'esprit où je me dis que je vais surmonter ça. Je ne suis jamais dans le défaitisme, dans la renonciation, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vos rêves se sont réalisés? C'est-à-dire que le rêve que je porte depuis très longtemps, c'est l'engagement politique que j'ai pour mon pays. Et est-ce que nous y sommes aujourd'hui? Non. Non. Mais j'ai retenu quand même de mes anciens mentors, et dont je n'étais pas un adorateur. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il faut avoir, et c'est ce qui nous amène à l'humilité. C'est-à-dire qu'un militant ne doit pas considérer que changer radicalement le paradigme dans un pays, et c'est quelque chose que l'on doit voir soi-même, comme un jouet, comme quelque chose qu'on a créé pour soi, et puis, comme c'est pour soi, on doit le voir. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que nous sommes des individus, et nous passons, chacun met ce qu'il a à mettre. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les militants qui ont précédé ma génération. Marcel Manville, les Cabot-Masson, et je parlais tout à l'heure de Tijo Mauvois, militant extraordinaire dont on ne connaît pas la vie, mais qui a beaucoup fait. Dans ces années où on essayait de trouver une direction sur l'identité martiniquaise, sur la question de peuple, de nation, qui a écrit, et qui était d'une extraordinaire simplicité. Et peut-être que ceux qui nous apportent le plus ne sont pas ceux qui sont les plus connus, ni ceux qui parlent le plus, pas nécessairement. Et donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces gens-là. C'est-à-dire que les militants qui m'ont précédé, je connais leurs forces, je connais leurs limites, mais j'ai beaucoup de respect parce que tout n'était pas simple, tout n'était pas facile. Et je ne suis pas, par exemple, un césairiste, pas du tout, mais je le connais par cœur, peut-être mieux que les césaristes qui en parlent tout le temps. Et qui, à une époque, avait même dit qu'ils faisaient partie d'un club de vieux, etc. Puis après, qu'ils sont devenus plus césaristes que Césaire lui-même. Mais je pense que... C'est-à-dire que la Martinique, c'est très particulier. C'est-à-dire que vous avez un pays où on a déporté des hommes, des Africains dans un premier temps, ensuite des Indiens, à qui on avait promis de renvoyer chez eux, mais ça ne s'est pas passé comme ça, etc. Et nous essayons de construire quelque chose de nouveau. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est-à-dire qu'on a toutes sortes de difficultés, toutes sortes de débats, toutes sortes d'empêchements. Mais c'est un pays passionnant, quand même. Et je crois que nous devons avoir à la fois la volonté, la force de créer des choses, de planter des choses, mais en même temps avoir l'humilité de penser que tout ne se fera pas de notre vivant. Mais il faut faire des choses. Vous direz que vous êtes accompli personnellement, professionnellement? Disons que je suis serein et je suis tranquille. C'est-à-dire que je suis dans ce que je crois. Je suis dans ce que je crois, je suis dans ce que je veux, je suis dans la conception que je me fais de ma vie, de la vie, et je suis tranquille. Tranquille, je suis serein, bon, je suis dans cette posture-là, c'est-à-dire que je n'ai pas de haine vis-à-vis de... Alors, parfois, les gens disent, les indépendantistes doivent détester celui-ci. Non, je ne suis pas dans cette posture, je n'ai pas de haine. Parce que vraiment, je peux avoir un peu de mépris pour certains comportements, pour certaines attitudes, mais je n'ai pas de haine vis-à-vis des individus. Mais je suis extrêmement exigeant dans la lutte idéologique, dans la lutte politique. Bon, quand on se bat, bon. Mais il y a des limites à ne pas dépasser, que je m'efforce de ne pas dépasser. Mais je suis dans ma tranquillité. Voilà. Si vous aviez un souhait à formuler, ce serait quoi? Moi, je suis absolument... Moi, mais pas moi seul, je pense que tous ceux qui s'intéressent à ce pays le sont. Et moi, je suis absolument meurtri par la situation des jeunes Martiniquais. Je trouve que nous vivons une époque où il y a une espèce de blocus de l'horizon. Et cela entraîne une perte de confiance en l'avenir, un désespoir. Et si j'avais un vœu fort là, pour l'instant, ce serait que nous avancions sur ça. Et ce n'est pas seulement quelque chose de politique. Il y a des gens qui disent c'est l'État, il y a une responsabilité de l'État. C'est le conseil régional, il y a une responsabilité du conseil régional. C'est les familles, il y a une responsabilité des familles. Mais c'est nous toutes. C'est nous toutes. Il faut que nous toutes nous fassions, ça nous paie, qu'on nous paie. Je pense qu'il faut surtout que nous ne pas renoncer, que nous ne pas baisser bras. Et je crois que le grand danger en Martinique, c'est ça, c'est que nous baissions bras, que nous perdons foi, et puis que nous ne pas faire rien.
Donc, depuis le début de l'interview, en fait, je constate que vraiment la vie politique prend une très très grande part sur votre vie, même personnelle. Car à chaque fois, le souhait, c'est encore la vie politique. Oui, les souhaits personnels. Non, je n'ai pas de... Comment te dire? Qu'est-ce qu'un individu peut souhaiter pour lui-même? Très honnêtement, quoi? Avoir une voiture, avoir une grosse maison, Non, parce que je trouve que ça semble tout banal. Ce n'est pas ma conception. En fait, j'ai une philosophie de la vie qui n'est pas que politique. La politique, c'est une expression de ce que je pense, mais qui n'est pas que politique. Je pense que chacun doit se situer dans la vie. Et après, il y a des choses, il y a des rêves qui deviennent secondaires. Être très riche, c'est un rêve secondaire. On peut être très riche, pourquoi pas, mais c'est un rêve secondaire. C'est-à-dire que ça ne résout pas le rapport que l'être humain peut avoir vis-à-vis de la vie, et ça ne résout pas les problèmes que l'homme se pose vis-à-vis de la vie. Et qui sommes-nous? D'où venons-nous? Que faisons-nous là? Où allons-nous? Ce sont ces questions fondamentales qui structurent ma vie. Bon, ceci étant... J'ai beaucoup d'humour. Il faut en rire. Il ne faut pas non plus être une espèce de tête pérassier, etc. D'accord? Il faut avoir l'amour. Il y a deux choses fondamentales, disait quelqu'un, c'est l'amour et l'humour. Donc, voilà. Donc c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Merci. Est-ce que vous aurez souhaité rajouter quelque chose, une question peut-être que je ne vous ai pas posée? Non, je crois que vous avez tout vu. Je vais essayer de vous répondre aussi franchement que possible. Et vous m'avez beaucoup aidé parce que vous n'êtes pas entré dans les interstices trop etc. de ma vie. Bon, tant mieux, je n'aime pas tellement parler. Mais je pense que les questions que nous avons abordées sont des questions qui permettent de décrire la relation que chaque individu peut avoir, non pas vis-à-vis de la politique, mais vis-à-vis de la vie. Vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de comment on se sent dans la vie, quel rôle on s'attribue, comment on fait. C'est ça qui est fondamental. Après, tout le reste peut n'être que secondaire. Puis je dis encore une fois à ceux qui nous écoutent, une très bonne année 2012. Je sais que les choses ne sont pas faciles, mais c'est force, santé, courage, et puis pas baisser bois. Puis je vous remercie. Merci à vous. Merci pour ces quelques confidences. Merci. Chers téléspectateurs, il est maintenant l'heure de nous quitter. Je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé en compagnie de M. Carole. Je vous souhaite encore une très bonne année et puis à très bientôt. Au revoir. Voilà. Merci. Merci.